Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonsoir et bienvenue dans 24 heures en Alsace. C'est parti pour 1 heure de direct et le lundi c'est sport. On parlera de handball avec le club de l'ESAB, de plongeon aussi avec un Alsacien en route pour les Jeux de Tokyo, sans oublier le derby en badminton entre Strasbourg et Mulhouse. Mais avant d'éliminer, on prendra des forces en parlant gastronomie, d'abord avec un concours culinaire. Il s'agit du prix Goût et Santé qui est ouvert à tous. Et en fin d'émission, vous irez à la rencontre d'un sommelier, meilleur ouvrier de France. Ça se passe à la maison Lalique à Wingen-sur-Moder et c'est Nicolas Riffel qui vous y emmène. Mais avant cela, place à l'information avec Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de l'actualité ce soir. La tempête Ciara est passée par l'Alsace cette nuit en début de matinée, occasionnant dégâts et perturbations pour la circulation. Nous ferons le point. Les ventes de vin reculent en France mais aussi à l'export, alors les professionnels du vignoble alsacien misent beaucoup sur le Salon des vins de Paris qui se tient jusqu'à demain. Et puis dernier conseil municipal avant les élections à Strasbourg et dernière séance pour de nombreux élus, dont le maire Roland Ries. Fin de l'alerte orange en Alsace, mais la tempête Ciara a fait des dégâts la nuit dernière et toute la journée en Alsace avec des rafales de vent allant jusqu'à 182 km/h au sommet du Markstein et 121 km/h à Strasbourg. Une dizaine de personnes ont été blessées, 3000 foyers privés d'électricité. Partout dans la région, des arbres se sont couchés sur les routes, comme ici du côté de la Robertsau à Strasbourg. Un arbre est tombé sur les lignes du tram E aux alentours de 6h30 ce matin. La desserte des arrêts de Beuclin à Robertsau-l'Escale est ainsi interrompu pour une durée indéterminée. Et donc partout en Alsace, effectivement, des arbres ont été déracinés et les services de secours sont intervenus toute la journée pour dégager les routes. Les parcs, mais aussi les cimetières sont restés fermés toute la journée. Enfin, de nombreuses perturbations ont eu lieu sur le trafic ferroviaire et aérien. Beaucoup de TER et vols annulés ou retardés à Insheim et à l'aéroport Bâle-Mulhouse. Le vent devrait encore souffler cette nuit. Les perturbations pourraient se poursuivre jusqu'à demain, mardi matin. À Strasbourg, le dernier conseil municipal de la mandature s'est tenu cet après-midi et dernier conseil municipal tout court pour Roland Ries. N'étant pas candidat à sa succession, celui qui fut maire de la ville pendant 15 ans tire sa révérence. Il a remercié ses collègues élus de la majorité mais aussi ceux de l'opposition. Visiblement ému, le futur ancien maire de Strasbourg termine ainsi ses 37 années de présence au conseil sous les applaudissements de l'Assemblée, toutes tendances politiques confondues. Et dans la salle se trouvait peut-être son potentiel successeur. Jeanne Barséguian, Chantal Cutajar, Alain Fontanelle, Catherine Trottmann et Jean-Philippe Vetter, 5 têtes de liste aux élections municipales qui ont dû écouter avec une attention toute particulière les propos du maire. Mais Roland Ries a pour sa part indiqué qu'il ne soutenait aucun des candidats. Et à noter enfin que le maire n'était pas le seul à siéger pour la dernière fois. Le président de l'Eurométropole de Strasbourg, Robert Herrmann, ou Fabienne Keller, François Loos ou encore Philippe Ibis quittent également l'hémicycle. Et pour ce dernier conseil municipal, quelques associations attendaient les élus sur le parvis du centre administratif. Des membres de 269 Life France, Animalise et Code Animal réclament la fermeture du zoo du parc de l'Orangerie, mais aussi de sa mini-ferme. Ils dénoncent notamment les conditions de vie des animaux. Après une lettre à la municipalité restée sans réponse en 2018, les 3 associations pour la protection animale souhaitent faire entendre leur voix et peser dans les décisions de la prochaine municipalité. Une liste de 16 propositions a déjà été envoyée aux candidats strasbourgeois. Chloé K, porte-parole de l'association 269 Life France, s'est exprimée au micro de Camille Roland et Cécile Motz. On l'écoute. C'est le dernier conseil municipal de M. Ries. C'est là où il y a un vote du budget et on dénonce justement le budget qui est alloué pour ce zoo de l'Orangerie et la mini-ferme. En 2013, Code Animal avait déposé une plainte. Suite à cette plainte, il y avait eu une demande de mise aux normes de la clôture extérieure par le préfet. La clôture, elle a été montée. Effectivement, il y a une clôture qui a été dressée d'1,80 m, mais il n'y a pas de guichet, elle n'est pas fermée, il n'y a personne qui contrôle. Donc c'est toujours pas aux normes. Les conditions sont inadmissibles des animaux prisonniers. De plus, suite à cette plainte, le zoo de l'Orangerie a été retiré de l'Association française des parcs zoologiques. Il n'est plus référencé. C'est une honte, mais une honte nationale. Et nous, on demande la fermeture et le replacement des animaux. Du coup, c'est Code Animal qui gère ça dans des sanctuaires et des refuges.
Près d'une soixantaine de producteurs alsaciens ont fait le déplacement au salon professionnel du vin, Wine Paris. Durant 3 jours, ils vont faire découvrir leurs meilleures cuvées et rencontrer leurs clients et futurs partenaires commerciaux. Objectif, relancer les exportations, menacées notamment par les taxes américaines mises en place par Donald Trump, mais aussi le Brexit. Nora Borioa. Depuis 30 ans, Georges Lorenz de Berkheim vend ses vins aux Américains. Mais depuis octobre dernier, les exportations sont au ralenti. En cause, la taxe américaine de 25% sur les vins français non pétillants de moins de 14 degrés. On a quand même dans la gamme le Pinot Gris et le Gewürztraminer dans le millésime 2018 et 2019 qui sont souvent au-dessus de ces degrés-là. Donc on arrive à choisir des cuvées qui ne sont pas taxées, ce qui minimise un peu l'impact de cette taxe. Mais malgré tout, je pense que nos affaires vont être impactées par cette nouvelle taxe. Même problématique au domaine Gérard Metz à Hitterswiller. Depuis 2001, 4000 à 7000 bouteilles partaient chaque année pour les États-Unis. Mais depuis janvier, le compteur est bloqué à 0. Alors aujourd'hui, la négociation, il n'y en a pas beaucoup puisque pour l'instant, tout le monde est en attente. Les stocks se vident tout doucement aux États-Unis. La distribution aussi est quand même freinée à cause de cette hausse de taxes et qui se retrouve sur le client final, d'ailleurs un peu plus élevé que les 25% qui sont au départ. Puisque après il y a une multiplication qui se fait naturellement entre les différents distributeurs et le client final. Les vignerons restent toutefois confiants pour l'avenir. 25% des vins d'Alsace sont destinés à l'exportation et d'autres pays sont aussi demandeurs comme le Japon, la Russie ou encore le Canada. Et ce salon parisien doit contribuer à mettre en avant les atouts du vignoble alsacien. L'Alsace en fait coche toutes les cases de tout ce qui fonctionne, que ce soit des vins blancs, des vins frais, des bulles, des rouges légers. Donc c'est la raison pour laquelle on veut vraiment s'inscrire comme le carrefour des tendances et montrer aux professionnels qu'en Alsace, ils auront tout ce qu'il faut pour relever le défi de redynamiser le marché du vin. Le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace accompagne régulièrement les producteurs sur différents salons, comme prochainement ProWein à Düsseldorf et Millésime Alsace à Strasbourg, avec toujours pour objectif conquérir une plus grande part sur le marché du vin. Et pour finir ce JT, nous vous emmenons maintenant en promenade à Haguenau. Elle est très fréquentée et pourtant peu connaissent son histoire. La place Charles de Gaulle est mise à l'honneur ce soir. Les bâtiments qui la composent ont notamment abrité des grands noms de l'histoire. Fanny Kunz nous livre quelques-uns de leurs secrets. Elle s'ouvre sur un symbole du passé fortifié de Haguenau et pourtant, c'est l'architecture 18e qui y domine. La place Charles de Gaulle est chargée d'histoire. Mais si elle porte le nom d'un personnage symbolique de l'histoire de France, cela n'a pas toujours été ainsi. Au XVIIIe siècle, cette place s'appelait Rittplätz. Rittplätz, place du manège, parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, Haguenau est devenue une ville de garnison. Et à proximité, il y avait une caserne de cavalerie et les chevaux devaient s'entraîner. Et ils venaient s'entraîner ici à l'air. Surtout que par la suite, il y a eu à proximité la construction d'un bâtiment qui est le Grand Manège. De Rittplätz, qui était le nom d'origine, c'est devenu place Charles de Gaulle. Tout simplement parce qu'en 1959, De Gaulle est venu à Haguenau. Suite aux 2 incendies dévastateurs de 1677, la ville se reconstruit dans le style architectural 18e. À cette époque, bâtiments en grès et décors sculptés s'y multiplient, à l'instar de la maison Kreuter. Demeure du maire Nicolas Turreau, elle a notamment abrité le tsar de Russie Alexandre Ier en 1815. En effet, cette année-là, la ville a été le lieu des négociations de paix suite à l'abdication de Napoléon Ier. À 2 pas de la maison Kreuter, un autre bâtiment chargé d'histoire domine cette place, la mairie. Au départ, il fallait à Haguenau un tribunal administratif, un Amtsgericht, puisque cette période correspond à la période allemande de la ville. Et il y a eu toute une polémique pour l'implantation du bâtiment. On ne savait pas où le mettre. Et finalement, il a été décidé de détruire un pâté de maisons qui se trouvait à l'arrière du bâtiment actuel. Et ce Amtsgericht a été implanté à
cet emplacement. C'est resté tribunal jusqu'en 1955. En 1955, un échange a été fait entre le tribunal qui était au centre-ville et la mairie. Et depuis 1955, c'est donc l'hôtel de ville qui est à la place de ce tribunal. Et on peut y observer quelques curiosités, comme ces masques grimaçants. Ils représentent sous forme satirique les conseillers municipaux alors opposés au projet d'implantation du bâtiment. Des masques qui, aujourd'hui encore, veillent d'un air malicieux sur la place Charles de Gaulle. Et comme tous les soirs, c'est maintenant l'heure de l'image du jour. Elle est signée Adrien Laby. C'est la numéro 1 à l'aéroport d'Ensheim. La compagnie Volotea a communiqué ses chiffres pour 2019. Elle a transporté 545 000 personnes sur ses 19 lignes au départ de Strasbourg, soit une augmentation de 16% par rapport à l'an dernier. Des chiffres qui pourraient encore croître puisqu'en 2020, la compagnie espagnole proposera 4 nouvelles lignes au départ d'Ensheim, direction Barcelone, Lanzarote, Marrakech et Palma de Majorque. Voilà pour le JT. Merci Anna, vous restez avec nous. Nous allons accueillir nos invités de cette émission. Bonsoir Sébastien Noël et Nicolas Riffel, installez-vous. Nous allons parler avec vous d'un concours culinaire. Oui. C'est le prix Goût et Santé. Ça se passera juste après la pub. À tout de suite. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre point météo de ce mardi 11 février. La tempête Ciara s'est abattue sur l'ensemble de notre territoire dans la nuit de dimanche à lundi. Elle a laissé quand même pas mal de dégâts derrière elle. Alors les vents vont continuer, même si les vents les plus violents sont terminés, ça ne veut pas dire que ça ne souffle plus. Les rafales se calment et on verra toujours des vents plutôt gênants sur l'ensemble du territoire alsacien. En ce mardi, restez très prudents si vous êtes sur la route. Vous le voyez, notre carte quant à elle est bien chargée. Niveau humidité, beaucoup de pluie prévue, des averses en tout cas prévues sur l'ensemble du territoire transfrontalier, malgré pas mal de passages d'éclaircies tout de même en matinée. Un temps un peu plus sec du côté de Wissembourg ou encore de Karlsruhe. Côté Mercure, les températures sont en baisse, comptez seulement 3 degrés prévus du côté de Sarre-Union, Saverne ou encore Wissembourg, 5 degrés pour le centre Alsace, 4 degrés prévus du côté de Mulhouse ou encore d'Alkirch. L'après-midi, on restera sur cette même lancée avec toujours pas mal d'averses sur l'ensemble du territoire transfrontalier, de l'humidité qui gagne du terrain dans le nord, malgré un ciel plutôt lumineux au fur et à mesure de l'après-midi. Les températures, quant à elles, sont en légère augmentation en après-midi, seulement 5 degrés prévus du côté de Saverne, 7 degrés pour Strasbourg ou encore pour Mulhouse, 8 degrés la maximale du territoire alsacien, ce sera pour Colmar. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de mercredi, avec un temps beaucoup plus sec, un ciel beaucoup plus dégagé et des vents surtout beaucoup moins violents. En ce mercredi, comptez 8 degrés au meilleur de la journée, mercredi après-midi, 7 degrés chez nos voisins allemands et chez nos voisins suisses. Mardi, nous serons donc le 11 février et nous fêterons Notre-Dame de Lourdes. Le soleil se lèvera à 7h44 pour nous dire au revoir. À 17h42, on gagnera quand même encore 3 petites minutes de soleil. Voilà, je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et je vous retrouve demain. Salut! Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. On va parler cuisine à présent, mais pour une fois, sans prendre 3 kilos en mangeant un seul plat. Il s'agit d'un concours culinaire, ça s'appelle le prix Goût et Santé. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors Sébastien Noël, vous organisez ce concours. Nicolas Riffel, vous allez le présenter tout simplement. Alors, ça veut dire quoi ce concours? Qu'on peut se faire plaisir, qu'on peut mêler à la fois gastronomie et santé finalement? C'est ça, tout à fait. Comme c'est dit. Ouais. En fait, ce prix vise à récompenser les artisans qui installent qui font des recettes avec un équilibre alimentaire pour la santé de tous. Alors le concours n'a pas lieu tout de suite, mais les inscriptions ont déjà commencé. Comment ça se passe alors? Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril pour concourir. Donc c'est sur le site maf.fr. Vous tapez dans le moteur de recherche prix Goût et Santé et vous avez jusqu'au 30 avril pour participer au concours. Pour participer au concours, il faut être inscrit dans une chambre de métier parce que c'est un concours qui est fait en partenariat avec CMA France.
Donc voilà, il faut être artisan. Et alors c'est un petit peu particulier parce que c'est pas les artisans eux-mêmes qui s'inscrivent. Nous, par exemple, moi, je peux aller inscrire l'artisan en bas de chez moi à ce concours-là. Oui, tout à fait. On a tous dans nos adresses un artisan qu'on aime bien, qui fait des produits de qualité. Et donc, parallèlement au prix Goût et Santé, il y a le concours dénicheur de talent. Et vous pouvez, si vous avez un artisan en bas de chez vous que vous voulez mettre à l'honneur, eh bien vous pouvez l'inscrire et il recevra un mail de votre part et nous on continuera de l'inscrire. Donc si je comprends bien, ça peut être le boulanger, c'est ça, le boucher, le fromager, que sais-je. Exactement. Ouais. Il y a toutes ces professions, charcutier, boulanger, traiteur. La seule condition, il faut que l'artisan soit inscrit dans une chambre de métier. Et alors du coup, j'y gagne quelque chose si je l'inscris, comment ça se passe ? Oui, alors en fait, il y a des cadeaux selon l'étape où si l'artisan participe, hein, vous avez un panier garni d'une valeur de 75 € que vous recevez chez vous. Et si votre artisan a la chance de participer à la finale, vous êtes invité à la finale, c'est dans un lieu sur Paris qui est plutôt sympathique. Et si votre artisan devient lauréat, c'est-à-dire s'il gagne dans sa catégorie, parce que cette année il y a 4 catégories, les recettes salées, les recettes sucrées, les recettes à emporter et les recettes à conserver. Et donc si votre artisan devient lauréat d'une des 4 catégories, vous gagnez un dîner pour 4 personnes dans une sélection, je peux le citer peut-être, dans une sélection de restaurants de Go et Mio, qui est notre partenaire qualité pour ce concours. Bon, alors avis à ceux qui ont un petit chouchou en bas de chez eux ou dans leur village. Nicolas, vous connaissez bien la gastronomie, ça veut dire... Il doit avoir des adresses, lui, il va tricher, il va tous les remplir. Durant ce genre de soirée, on est surpris par certaines peut-être associations, certains goûts. Alors ce qui est super intéressant dans ce prix, c'est au-delà de ça, c'est vraiment qu'on met l'artisanat au cœur de ce prix Goût et Santé. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette aventure, c'est vraiment de faire ce lien entre le goût et la santé. Moi, la première année où j'ai accompagné ce prix, j'ai rencontré un couple de comment on pourrait dire ça, de récolteuses d'algues, tu vois, en Atlantique, où elles ont commencé à faire des confitures, à réfléchir en fait en se disant que les algues c'était bon pour la santé et arriver à retrouver des nutriments et que ça soit bénéfique pour ça et inventer une recette uniquement pour ce prix Goût et Santé. Pour moi, on avait l'essentiel de nos métiers en France dans l'artisanat, que ce soit des fromagers, que ce soit des poissonniers, que ce soit des boulangers, de mettre au cœur en tout cas de nos envies et du goût la santé. Et là, tu as des très bonnes surprises, comme je viens de le citer, mais aussi des pâtissiers qui mettent 6 mois à rechercher la recette exceptionnelle pour convaincre le jury. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va dans l'air du temps de notre petit boulanger du coin, mais qui lui va avoir une grosse réflexion. Alors, si c'est pour venir avec un pain spécial, on n'arrivera peut-être pas à convaincre le jury, mais arriver avec un petit cake spécifique ou un petit gâteau de voyage, comme on les appelait dans le temps, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Mais on va aussi dans du salé, on a des restaurateurs qui sont présents et qui arrivent à marquer les esprits avec une recette qui détonne tout de suite. Ou alors une petite jeune qui était ingénieure dans une usine agroalimentaire, qui se lance elle-même et qui invente une nouvelle sorte de bonbon qui est à la fois autant bon que bénéfique pour le corps. Donc il y a plein de surprises et c'est ouvert à tous les artisans de France. Donc la seule condition, c'est d'être inscrit à la Chambre des métiers. On parlait de recettes, je te coupe, qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors après, ces recettes qui sont souvent peut-être novatrices alors dans le domaine. Alors nous, les recettes, on les fait retravailler par un chef pour les populariser, pour que tout un chacun puisse les refaire, parce qu'elles sont quand même assez techniques. Il y a par exemple l'an dernier, le gagnant 2019, il y a 15 étapes dans sa recette, et là on travaille avec Media Social Food. C'est une association créée par Thierry Marx donc c'est une association qui fait des vidéos,
Et donc, ils nous retravaillent les recettes. Et comme ça donne vraiment de la visibilité aux artisans. Ça veut dire que tout au long de l'année, les artisans qui sont soit finalistes ou alors lauréats, on fait soit des portraits, on retravaille leurs vidéos. Ça leur donne une visibilité très importante. Et cette visibilité se traduit en règle générale, à partir du moment où on est finaliste, on a des articles dans la presse régionale et nationale. Et à partir du moment où la personne devient lauréat, eh bien, un chèque. Il y a un chèque, il y a un chèque, 10 000 quand même. Hein. Il y a un chèque pour chaque catégorie, donc l'artisan gagne 5 000 euros. Et c'est une certaine reconnaissance aussi. Et il y a une certaine reconnaissance, et donc il y a vraiment une visibilité. Et la plupart des lauréats ont leur chiffre d'affaires qui explose. Il y a un artisan qui a ouvert une deuxième boutique. Il y a Lucie aussi, une ancienne candidate, qui a embauché 6 mois après parce que son carnet de commandes était... c'est quand même pas fréquent quand on parle en général de gastronomie. On se dit, on va grossir, on va prendre du poids, c'est gras, machin. C'est-à-dire quoi que c'est dans l'air du temps, Nicolas, de cuisiner sainement finalement? Il le faut, et je pense que les étoiles Michelin l'ont montré il y a quelques jours, le 27 janvier, que la ligne conductrice, en tout cas, c'est être sensible à son environnement. Les derniers 3 étoiles qui sont arrivés, c'est des chefs qui sont ultra sensibles à leur environnement, au bien-être aussi, et au respect de chaque aliment. Alors, je dis pas qu'avant, on mangeait mal, mais ça se voit avec mon Spack. Moi, j'aime bien saucer aussi, manger du pain. On aime se faire plaisir, mais on a une sensibilité un peu plus forte. C'est-à-dire que même moi, dans mon environnement aujourd'hui et dans mes choix de courses perso, je fais gaffe à mon environnement. Donc, c'est le seul prix aujourd'hui qui existe en France de cette façon-là, qui allie le goût et la santé. Donc, c'est rendre sensible aussi les nouvelles générations. Là, on a parlé du dernier lauréat 2019. Et c'est de se dire aussi que effectivement, c'est dans l'air du temps, on nous parle beaucoup du bio, mais on nous parle beaucoup maintenant du locavore, c'est-à-dire d'être vraiment sensible à ça. C'est pas parce que tu vas consommer à 10 km de chez toi que c'est forcément bon, mais il faut que tu sois sensible parce que tu as un environnement aussi différent qui va jouer. Donc oui, on est clairement dans l'air du temps, mais il faut donner un message encore plus fort sur le bien manger et surtout sur la santé. Je pense que les enfants en ont besoin, que c'est fini de se nourrir qu'avec du sucre encore et encore, et qu'on peut manger des bonnes pâtisseries qui ne sont pas forcément chargées en sucre. Merci à tous les deux. Inscription donc jusqu'au 30 avril, c'est bien ça? 30 avril, oui. Oui, il nous faut des Alsaciens. On veut des Alsaciens. Vous avez entendu. Merci à tous les deux. En tout cas, Nicolas, vous allez sortir du plateau, mais on vous voit dans une vingtaine de minutes pour Grain de Sel, c'est ça? Oui, moi je suis omniprésent. Merci à tous les deux. Restez encore quelques instants. Bientôt. On se retrouve juste après la pub pour parler sport. À tout de suite. Chez Peugeot Strasbourg, à Eunheim et à Ilkirch, venez adopter dès aujourd'hui les moteurs de demain ou bien repartez avec l'un de nos 250 véhicules d'occasion. C'est l'heure de Top Sport. Au sommaire ce soir, un Alsacien qui fonce tête la première vers les Jeux de Tokyo. Et puis dans l'eau toujours, retour sur le match du Team Strasbourg face à Marseille. Une victoire dans la douleur, mais une victoire enfin pour la SIG après prolongation face à Limoges. Et enfin, préparez vos cervicales, nous parlerons badminton avec le derby en top 12 entre Strasbourg et Mulhouse. Nous allons parler handball avec notre invité ce soir, Xavier Moreau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes arrière de l'ESAB, c'est le club de hand de Strasbourg-Schiltigheim. La saison de handball est repartie ce week-end après la trêve des championnats d'Europe. Et votre équipe recevait Nancy. Vos coéquipiers sont à l'entraînement. Et vous êtes actuellement blessé. Alors, j'imagine que suivre un match des tribunes, c'est pas vraiment facile. Non, c'est un peu plus frustrant que d'habitude parce que... On peut s'énerver au moins, comme ça on peut gueuler un peu, mais c'est vrai que c'est plus frustrant parce qu'on n'a pas l'occasion de participer, d'être sur le terrain. Donc, ouais, c'est ça. Mais du coup, ça a un petit côté qu'on n'aime pas. Un truc. Voilà. Vous allez nous parler du coup du match notamment de ce week-end avec le recul que vous avez alors depuis le banc. Ouais. On va parler d'un autre Alsacien qui, lui, on espère, ne va pas se blesser puisqu'il souhaite se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Il s'appelle Gwendal Bisch. Sa spécialité, c'est le plongeon. Et s'il vit et s'entraîne à Paris, il était de retour chez lui en Alsace ce week-end à l'occasion des championnats de France d'hiver. Regardez.
Pour son retour, dans son fief de Schiltigheim, Gwendal Bisch n'avait qu'un demi-sourire. Si le titre de champion de France en 3 mètres synchro lui convient, la deuxième place au plongeon de 3 mètres en individuel lui reste en travers de la gorge. Dans une saison très chargée, il faut aller vite. Alors, pour espérer se rapprocher des meilleurs mondiaux et arracher sa qualification pour Tokyo, il faudra être joueur. Je vais essayer de prendre un peu de risque. Là, on a assuré pour faire les points et jouer quand même la place. Mais là, on va essayer d'augmenter un petit peu la difficulté pour pouvoir rivaliser avec les plus forts à la Coupe du Monde. C'est en avril que l'Alsacien jouera sa qualification olympique. Et même si à 20 ans, les Jeux de 2024 à Paris seront la grande échéance de sa carrière, pas question d'être absent de Tokyo. Alors, pour les 6 prochains mois, c'est toute sa vie qui passe à l'heure olympique. J'ai diminué un peu les cours. Donc je diminue un peu les cours et je m'entraîne plus. Et plus sérieusement, un petit peu plus sérieusement, vu que c'est l'année où on doit réussir, du coup on évite un peu tout ce qui est sortie, où c'est vraiment entraînement, repos, entraînement, dodo, manger, repos. On se focalise que sur le plongeon, quoi. C'est compliqué, mais c'est ça, l'objectif il est tellement beau derrière que ça vaut tous les sacrifices du monde. Et basket maintenant, et enfin, après 2 mois sans gagner, la SIG a mis fin ce week-end à une incroyable série de 13 défaites consécutives. Des défaites qui ont conduit au départ de Vincent Collet. Les joueurs ont donc enfin pu regoûter à la victoire. Avec Hugo Invernizzi, Nicolas Lang et Ludovic Beurst, le paradoxe, c'est que c'est Limoges qui a l'accent alsacien cette saison. Les 3 joueurs passés par la SIG prennent d'ailleurs un malin plaisir à se mettre en évidence en début de match. Surtout Beurst, prêté au CSP, qui claque un panier au buzzer de sa moitié de terrain. La SIG, toujours légère en effectif, démarre plutôt bien. Quentin Serron et Boris Dallot alimentent la marque. Beurst, 20 ans, continue son festival. Il finira meilleur marqueur du CSP à 100% au tir. Heureusement, la SIG voit émerger Scotty Reynolds, qui fait basculer son équipe en tête à la pause, 47-42. Le show continue en seconde période. Le meneur américain inscrit en tout 34 points qui porte la SIG. Ajoutez-y les 30 points de Thomas Krubb et les 20 de Dallot, et vous avez le trio qui permet aux Strasbourgeois d'être devant d'une courte tête dans le Money Time. Mais les Strasbourgeois gèrent mal les dernières actions, et à quelques secondes de la fin, Limoges égalise. À 6 secondes du buzzer, Damien Inglis a la balle de la gagne, mais son tir est un peu trop court. 95 partout, on part en prolongation. Pas de souci pour Scotty Reynolds, toujours en feu, qui se charge de tout, ou presque. Damien Inglis et Thomas Krubb se chargent du reste. Un peu de sang-froid au lancer franc. Et la SIG finit par arracher avec les dents la victoire qu'il a fuyée depuis près de 2 mois, 105-100. Un soulagement pour les supporters, pour tout le club, et évidemment pour le nouveau coach, le finlandais Lassi Tuovi. On l'écoute. On doit être fiers des gars. On a vraiment vécu des moments difficiles, surtout eux, après ces 2 défaites d'un seul point, mais ils se sont relevés, ils se sont battus et ont montré qu'ils n'abandonnaient jamais. Ce n'était pas un match facile à gagner, mais à la fin, notre volonté nous a portés à la victoire. Et au classement, la SIG est toujours à 2 victoires des playoffs, mais préfère regarder vers l'arrière et assurer son maintien. La suite, dès ce mardi, c'est un déplacement à Boulogne-le-Valois, avant d'aller défier Villeurbanne ce vendredi à la Leaders Cup, dont les Alsaciens sont tenants du titre. Tenant d'un titre aussi, celui de champion de France, il s'agit du team Strasbourg en water-polo. Ils affrontaient ce week-end Marseille, ça se passait à la Kibitzenau. Le team débute plutôt bien le match. Regardez, Buden ouvre le score après 3 minutes de jeu sur ce tir à rebond. 1 minute plus tard, l'arbitre qui cache les images de Gene Kuntz, mais on peut tout de même apercevoir le poteau de Strasbourg qui est plutôt bien repris avec ce lob. Marseille recolle ensuite au score 2-1 avec un but aux multiples rebonds aussi. Et le team Strasbourg, double champion de France, fait à nouveau un break. Les Marseillais reviennent ensuite à égalité dans le deuxième quart-temps, 5 partout. Le ton monte du côté de l'entraîneur des Alsaciens. Et il y a de quoi. Leur adversaire du jour passe même devant au score à la mi-temps, 7-8. Ça se complique pour les Strasbourgeois en deuxième période. Marseille creuse l'écart et mène 8-10 et un peu plus tard 9-12. Strasbourg ne parviendra jamais à remonter cet écart de 3 buts et s'incline finalement 11-14. Une défaite mais plutôt bien digérée, car les Strasbourgeois ont tout de même réalisé un match de qualité face à une équipe de haut tableau et candidate au titre aussi de champion de France. Et voilà, je pense que c'est quand même un bon résultat, on a fait pas mal de belles choses, mais contre une équipe comme ça, quelques erreurs, ça paye directement.
Comme dit, c'est vraiment le haut niveau, c'est des détails. Et là, les détails, ils n'ont pas été en notre faveur. Ceux qui ont eu de la réussite, ceux qui ont mis les buts au moment important. Nous, on n'a pas réussi. Et on va travailler encore pour faire un bon résultat la semaine prochaine et pour essayer de garder notre titre. Le Team Strasbourg qui se trouve actuellement milieu de tableau, 5e sur les 10 qui participent à ce championnat. Prochain rendez-vous pour les Strasbourgeois, ça se passera samedi chez le leader Pays d'Aix. Et on passe au handball maintenant avec notre invité, Xavier Moreau, l'arrière de l'ESSAB qui recevait Nancy ce week-end aux Malteries. Alors on revient sur ce match et puis on en parle ensemble juste après. Nancy, en blanc, c'est un des favoris pour les playoffs, avec dans ses rangs des têtes connues comme Kosta Savic ou Obradivezic, l'ancien de Célesta du temps de la D1. Côté ESSAB, les nombreux blessés obligent Denis Latou à jongler. Grégory Martin se retrouve ainsi au pivot. Malgré tout, les Bleus sont dans le coup en début de match et ne lâchent du lest que dans les dernières minutes. Nancy bascule en tête à la pause, 14-11. Mais l'ESSAB va prendre la foudre au retour des vestiaires et encaisse un méchant 7-2 qui relègue les Alsaciens à 8 longueurs, 21-13. Il n'y a alors plus grand monde dans la salle pour y croire, mais les Bleus ont cette capacité à ne rien lâcher. Dans un dernier quart d'heure de folie, ils vont grignoter leur retard. Le temps file, mais l'écart fond. -3, -2, -1. Nancy panique et Strasbourg y croit plus que jamais. Dans les derniers instants, Michele Scatar égalise 27 partout et offre un point miraculeux aux Strasbourgeois. Mais il reste encore 10 secondes. Nancy peut encore gagner. La balle file à l'aile et Ogando crucifie les Bleus à 2 secondes du buzzer. Dur, très dur pour l'ESSAB qui concède sa 2e défaite à domicile après avoir tout donné. Scénario frustrant, d'autant plus quand on est sur le banc, j'imagine, Xavier. Oui, ouais, très très frustrant parce que pendant la période où ça joue correctement et Aubrad en premier mi-temps, Aubrad qui fait les arrêts, après on a une période de trous, donc j'essaie de remotiver les troupes comme je peux en gueulant et après ils reviennent, donc on y croit et c'est manquait un petit peu de réalisme. Voilà, on avait quelques paires de balles qui font mal et on va voir quelques coups de sifflet qui font mal aussi. Ce qu'en pense le coach Denis Latou. Écoutez sa réaction après le match. Méritait-on vraiment de gagner ce match? La question elle est là. On fait trop d'erreurs, on a trop de temps faible, voilà. Face à une grosse cylindrée du championnat qui a 2 équipes, qui a des rotations que nous on n'a pas actuellement parce qu'on a trop de blessés. Voilà, ça s'est joué à pas grand-chose, mais voilà, on a donné une bonne image, on a été vaillants, on s'est battu jusqu'au bout, on n'a jamais baissé les bras. C'est ce qu'il faut retenir, voilà. Après, on sait qu'on ne joue pas notre championnat face à cette équipe, mais c'est dommage de ne pas prendre un point avec tout ce qu'on a donné. Même impression pour vous, Xavier? Oui, clairement. Ils ont été devant. Je pense que même ils sont peut-être un petit peu relâchés, eux. Ils ont voulu peut-être, à un moment, ils ont testé de jouer sans gardien, où ils ont payé des pertes de balles qui nous offrent des buts faciles. Donc ils sont peut-être un peu relâchés, ils sont un peu trop beaux au moment du +7 et ça nous a bien permis de revenir. Donc ça, on a montré un beau visage, on va dire, combatif et voilà. On a été un peu jeunes sur la fin, un décalage un peu trop facilement trouvé. C'est un peu dommage, donc c'est frustrant, mais en même temps, comme il dit, on se l'est perdu, je pense, nous, avec trop de pertes de balles en début de deuxième qui font qu'ils ont fait le trou et que c'était un peu trop tard de réagir, quoi. Quand il y a plusieurs blessés comme vous et qu'il n'y a pas un très gros effectif, ça reste compliqué ce genre de match? Ouais, parce qu'on est obligé de tirer sur les mêmes joueurs où on n'ose peut-être pas faire tous les changements, on a moins de sensations avec les autres à côté parce qu'on peut-être on joue moins avec eux. En défense, c'est plus compliqué parce que moi, ça fait que ça perd un petit peu en intensité, donc ouais, je pense que c'est un casse-tête pour les entraîneurs, c'est un casse-tête pour arriver à faire jouer bien l'équipe et en dépannant d'un certain poste, des droitiers à droite en ce moment, des fois, c'est compliqué. Malgré tout, vous n'avez rien lâché, ça fait partie aussi, la combativité de l'ADN de cette équipe? Ouais, j'espère. Bon, après, je pense que c'est notre sport aussi qui veut ça, c'est un sport de combat, donc je suis content qu'on l'ait et qu'on essaie de le montrer, même si on est un peu plus léger des fois. Mais ouais. Alors c'est une saison un petit peu étrange parce que l'ESSAB ne savait pas trop avant la reprise si elle a évolué en National 1 ou en D2. Finalement, vous vous êtes retrouvé en D2. Comment est-ce que vous l'avez pris, vous, personnellement? Moi, personnellement, j'étais venu pour jouer en D2, donc ça a été un peu long parce que je suis nouveau depuis cette année.
Donc ça a été un petit peu long ce passage-là au moment de signer pour mon contrat, donc ça a été un peu compliqué, c'était une période compliquée. Mais j'étais venu pour jouer des deux et j'avais eu quand même des pistes, on se doutait qu'on allait être repêché puisqu'il y avait 2 clubs qui étaient en difficulté financière et que les clubs descendants de D2 ou qui sont bien budget, avec un bon budget, ils sont mis en avant. Donc je me doutais qu'on allait avoir cette place. Et donc j'ai tenté le coup et donc c'est plutôt bien. Je suis content qu'on y soit en tout cas. Qu'est-ce qui vous a fait venir aussi ? Est-ce que l'entraîneur qui est Denis Latou, champion du monde, médaillé olympique, est-ce que ça joue aussi sur le fait de venir dans le club ? Clairement pour moi oui, parce que c'est qu'avec lui que j'ai parlé pour venir, c'est lui qui m'a contacté. Donc oui, ça joue. Il avait un bon discours, il parle plutôt bien, donc il impose un projet, il veut en gros avoir un projet et je pense qu'il tire sous le club pour aller dans ce sens-là. Donc son projet est intéressant, donc j'ai eu envie de tenter le coup. On continue à parler handball dans quelques minutes, notamment du classement aussi. Avant ça, on va passer au badminton avec la 7e journée de top 12, le plus haut niveau français. C'était un derby entre la SPTT Strasbourg et le Red Star Mulhouse. Et alors, vous le voyez donc là sur les images, ça se passait à Strasbourg. Et je vous confirme, il s'agissait bien d'une compétition de badminton et non de gymnastique. Vous voyez ce grand écart à l'image. Alors, au programme, comme à chaque rencontre de top 12, 8 matchs, 2 simples hommes, 2 simples dames, un double homme et un double dame et 2 doubles mixtes. Ça ne change pas. Par contre, ce qui a changé, c'est dans l'effectif. Vous voyez là Arnaud Merclé qui a fait vice-champion de France la semaine dernière, qui n'a pas pu participer tout simplement parce qu'il avait oublié sa carte d'identité. Voilà, c'est un petit peu dommage. Alors, c'est Maxime Ziegler qui a dû faire 2 matchs comme Arnaud Merclé n'a pas pu. Un double notamment aux côtés de Tom Jiquel et puis un simple, vous le voyez, contre un très jeune qui a seulement 15 ans, Alex Lanier, et qui est quart de finaliste au championnat de France la semaine dernière. Alors dans ce derby, c'est Mulhouse qui s'impose comme à l'aller 5-3. Écoutez justement Maxime Ziegler à l'issue de la rencontre. On est un sport indiv, donc on est souvent amené à se déplacer seul, jouer pour nous-mêmes. Et là, le fait de jouer pour un club, qui plus est un club qu'on affectionne beaucoup, dans l'équipe on est tous très soudés, on s'aime beaucoup. Ça nous fait plaisir de jouer ensemble et d'aller chercher des victoires individuelles pour l'équipe. Alors cette victoire permet à Mulhouse de croire aux play-offs. Ce serait une première pour le club. Du côté de Strasbourg, c'est plus compliqué. Il se retrouve à la 5e position à 3 journées de la fin du championnat. L'objectif à présent pour eux, c'est le maintien. Écoutez leur entraîneur qui revient sur cette saison. Je pense qu'on a l'effectif le plus jeune du championnat. Après, c'est vrai qu'au bout de 3 journées, on était 2e. Donc là, on a commencé en jouant en plus après les 2 derniers. Donc là, on a commencé à voir plus haut, à viser les playoffs. Après, on a fait une contre-performance contraire sur la liste la journée 4. Et depuis, c'est un peu compliqué. Donc, c'est une saison où tout se passe moyennement. J'espère qu'elle terminera bien. Et place maintenant à la crème des réseaux. Alors on commence avec du foot. Le Racing qui a fêté sa victoire, il y avait de quoi face à Reims 3-0. Résultat, des joueurs plutôt heureux et puis qui s'essayent à la percussion. Regardez. Victoire aussi est faite dans les vestiaires pour les U15 du MPBA, le Mulhouse Fastat Basket, qui a gagné face à Villemomble le 65-51. Regardez. C'est une très belle victoire. J'ai qu'un seul truc à dire. Et après l'eau, la neige avec les footballeurs.
Oui, il s'agit du FC Steinbrunn-le-Bas, un club de district en pleine préparation physique. Regardez cette photo qu'ils ont prise à la montagne. Alors, parmi les commentaires, on a pu apercevoir celui-là. Faites gaffe les gars, ça sent la tendinite. Ou un autre encore, champion olympique du lever de gobelet. Voilà, il y en a qui se préparent différemment selon les niveaux. Et puis, à la neige toujours, mais là, c'est du côté des pros. Pas de tire-fesses justement pour les pros. Ils ont quelque chose de spécifique pour les remontées perso. Vous l'avez vu là en photo. Il s'agit de Thibaut Favreau qui a participé ce week-end au géant parallèle de Chamonix, qui a terminé 6e de la compétition et qui était le meilleur français du jour. Et puis on va finir avec une discipline qui a lieu normalement à l'extérieur mais qui se développe de plus en plus à l'intérieur. Il s'agit de l'aviron indoor. Oui, et alors ce week-end avait lieu la compétition tout simplement mondiale à Paris. Alors des centaines et des centaines de rameurs se sont retrouvés pour l'occasion. Parmi eux, plusieurs Alsaciens, vous avez vu en images. Et il y en a une qui s'est distinguée. Il s'agit d'Aurélia Gerbert du Rowing Club de Mulhouse. Elle a terminé seconde de sa catégorie. Si on peut peut-être montrer la photo du podium. Il s'agissait de la catégorie femmes 40-49 ans en poids léger. Et puis, voilà, on a fait le tour des réseaux sociaux. On repasse au handball avec vous, Xavier. Peut-être un point sur le classement. Vous êtes actuellement 11e. Est-ce que c'est quelque chose qui était attendu Oui, l'objectif annoncé, c'est le maintien. Donc, l'entraîneur voudrait un maintien le plus rapidement possible. C'est ce qu'on essaye de faire. Pour l'instant, la zone rouge est on est assez tranquille puisque la zone rouge, ils sont à 5 et 7, je crois. Donc, ça va. Après, voilà le classement à l'image. Voilà. Et du coup, oui, après, maintenant, on a envie on est tous des compétiteurs, donc nous, on a envie aussi de voir un peu plus haut. Donc, on aimerait bien monter ces places vers 8e, 9e, et pourquoi pas essayer de faire les poils à gratter sur la fin de saison, si on est bien, pour arriver à jouer les playoffs. Mais bon, c'est notre truc perso. L'objectif du club, pour l'instant, c'est le maintien pour vraiment grandir tranquillement et pouvoir poser les bases sereinement de l'année prochaine. Et voilà. Et pour vous, le retour alors sur les terrains, il est prévu pour quand ? Normalement, le prochain match à domicile, donc pas ce week-end, le week-end prochain. Alors j'avais juste encore quelques petites photos à vous montrer. C'est le club, sur la page Facebook du club, qui a fait une petite sélection des câlins sur le terrain. Ça veut dire quoi ? Que finalement, on dit que c'est un sport de contact, parfois un peu violent, mais bon, c'est sympa quand même. C'est ça. Il y a quelques photos qui sont très gentilles, il y a d'autres qui font un peu plus mal à regarder, mais notamment celle-là. Mais ouais, c'est... Il y en a une que j'aime bien, je ne sais pas si vous l'allez mettre ou... Il y avait tellement... Voilà, celle-là, j'aime bien. Celui-là, tu sens qu'il va faire mal. Mais... Bon, on continuera à suivre en tout cas la fin de saison pour vous. Merci d'avoir été avec nous. Et merci Anna, on se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, c'est place à Grain de Sel avec Nicolas Riffel. Alors là aujourd'hui pour l'émission, je vous emmène en immersion dans un très beau métier qui est le métier de sommelier, et avec un meilleur ouvrier de France, Romain Iltis. On est à la Villa René Lalique et là j'ouvre les portes d'un endroit assez exceptionnel et limite secret. Bon Romain, si j'ai décidé de venir te voir pour me mettre en immersion dans ton métier, c'est vraiment pour le comprendre, parce que sommelier c'est un peu un monde à part aussi dans un restaurant. Sommelier, c'est un trait d'union entre plein de choses. C'est-à-dire que c'est le trait d'union entre la cuisine du chef, c'est le vecteur du message du vigneron, et c'est aussi l'image de l'entreprise à l'extérieur, puisque c'est certainement le personnage qui est le plus amené à se déplacer ailleurs. Donc du coup, tu arrives le matin, tu as eu ton service, tes 2 services de la veille, tu regardes ce qui a été vendu, oui. En gros. Et tu fais quoi? Tes stocks, ça commence comme ça? Je commence les stocks, je vérifie les stocks. Après, il y a toujours du rangement dans une cave, c'est quelque chose de permanent. J'anticipe, par exemple, on a pas mal de banquets la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on fait? On prépare les vins pour ces banquets, on vérifie qu'on en a assez en stock, etc. Enfin voilà, on s'amuse quoi. Alors déjà, la cave est sous code et sécurisée avec des caméras. En plus, vous rajoutez encore... Oui, écoute, il fallait bien protéger tout ça. Tu vois, là, on a parmi les plus grands vins italiens comme Massetto. Voilà, ça, c'est des bouteilles qui sont recherchées dans le monde entier, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est super connu. Écoute, on a l'habitude de faire un petit comité de dégustation. Tu viens avec nous? Bien sûr.
Messieurs, Nicolas, Messieurs. Forcément, nous, on travaille dans l'avenir pour choisir en amont les vins qui seront sur la carte l'année prochaine, dans 2 ans, parfois dans 5 ans. Alors, comment on déguste? Comment ça se passe, les garçons? Déjà, on observe la robe. Alors, la robe, ça nous donne surtout une idée de netteté, une idée d'éclat, de voir si le vin est plus ou moins évolué. Et ensuite, une étape que trop de gens ne profitent pas, c'est de le humer. On le fait une fois sans agiter parce que ça te donne déjà des effluves. Là, ça sent les céréales, ça sent les fruits jaunes, ça sent la mirabelle. Je trouve ça très très fin. Et après, quand tu l'oxygènes, normalement, c'est l'explosion. On prend le vin en bouche et ensuite on aspire. On aspire de l'air parce que c'est ce qui permet de décupler la sensation aromatique. Et là, tu vois, on a vraiment un vin qui aujourd'hui est prêt à boire. Et pourquoi vous recrachez? Parce qu'on en coûte beaucoup. Donc écoute, on a goûté un super Riesling, je pense que ça peut marcher avec ça. Et puis tu sais bien mon affection là pour ce vin espagnol, alors on va essayer de voir lequel des 2 vins marche le mieux. Paul, est-ce que tu peux, le temps que je serve, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a dans ce plat? Oui, alors ce plat c'est une solette avec des noisettes dessus, avec une mousse pomme de terre, des roses, des patates douces et une vinaigrette de bourgeons épicés. La spécialité de cette plat, c'est on mange sur 2 côtés. Ici, on a le goût de poisson avec les noisettes. Et sur l'autre côté, on mange ensemble la mousse pomme de terre avec la vinaigrette. Et ça, c'est vraiment un bon goût de solette. Et ici, on a un jeu avec les douceurs des pommes de terre et la vinaigrette, l'acidité des vinaigrettes. Et tu vois, regarde donc là, contre toute attente, avec le Riesling, la saule perd en finesse. Elle perd tout ce qui lui donnait cet éclat. Donc on a une saule de grande qualité, elle perdait tout ça. Et la vinaigrette, en fin de compte, rajoutait de l'acidité, même si elle était apaisée par la purée de pommes de terre. Et là, en ayant goûté les deux, le vin espagnol marche beaucoup mieux. Je vous confie la carte des vins? Ouais, je veux bien, ouais. Je vous laisse regarder et je viens vous voir juste après. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc je suis allé à table. L'important pour le sommelier, c'est de conseiller, c'est de guider sans imposer. Là, on avait la chance d'avoir des clients qui nous faisaient confiance, qui avaient envie que je les emmène sur des chemins de traverse. Donc c'est là où on a pu faire partager les découvertes, d'où l'importance de la dégustation en amont pour bien connaître ses produits. Et c'est le moment un peu clé, puisque finalement, c'est à ce moment-là que tout le travail que l'on a fourni avant se vérifie. Et maintenant, j'espère que les clients vont prendre beaucoup de plaisir, parce que c'est comme ça le plus important. Voilà, donc je me suis permis de le mettre en carafe, comme ça il dévoilera tout son potentiel dès le début. Et surtout, ne soyez pas sages.